Chapitre 1. Les fondations. Victor Carlsson avait bâti sa vie sur 3 piliers, l'honneur, la famille et une loyauté indéfectible. À 34 ans, le Navy SEAL avait effectué 4 missions à l'étranger, amassant des distinctions qui remplissaient une boîte qu'il n'avait jamais ouverte. Ses mains calleuses pouvaient démanteler un ennemi ou bercer sa fille de 6 ans, Emma, avec la même précision. Emma était son monde, une fille aux yeux brillants, avec la détermination de Victor et les cheveux auburn de sa mère. Elle l'accueillait à la porte après chaque mission, les bras tendus, criant « Papa est rentré », d'une voix capable de guérir n'importe quelle blessure du champ de bataille. Victor avait rencontré de la Palmer 8 ans plus tôt lors d'un gala de charité militaire. Elle était bénévole, servant des boissons avec un sourire qui semblait sincère. De là était belle à la fois discrètement, avec ses cheveux auburn mi-longs, ses yeux verts qui pétillaient lorsqu'elle riait et une chaleur qui attirait les gens. Elle travaillait comme coordinatrice marketing pour une association locale, parlait avec passion de l'entraide et semblait comprendre les exigences de la vie militaire. « Je sais que tu seras absente parfois », avait-elle dit lors de leur 3e rendez-vous, sa main trouvant la sienne de l'autre côté de la table du restaurant. « Je sais aussi que tu reviendras toujours. » Ils se sont mariés 18 mois plus tard. Emma est arrivée 2 ans plus tard et Victor était convaincu d'avoir trouvé la vie idéale. De là semblait s'approprier pleinement son rôle d'épouse de militaire, participant aux réunions du groupe de préparation familiale, préparant des colis pour les soldats déployés et entretenant leur maison avec une précision militaire lorsque Victor était absent. Hélène Palmer, la mère de Della, avait d'abord été sceptique envers Victor, une femme d'une 50aine d'années à la langue bien pendue qui avait élevé Della seule après le décès de son mari. Hélène travaillait comme directrice de banque et se faisait un point d'honneur de déchiffrer les caractères des gens. Elle avait fini par s'attacher à Victor, appréciant son dévouement envers Della et son soutien à la famille. « C'est un homme bien », disait Hélène à ses amis du club de bridge. « Il prend bien soin de ma fille et de ma petite-fille. » La voisine de Victor, Naomi Dawson, était une enseignante retraitée d'une 60aine d'années qui vivait à côté depuis plus de 10 ans. Elle avait vu Emma grandir, de petite fille à 6 ans, et gardait souvent les enfants lorsque Victor et Della avaient besoin d'une soirée. Naomi avait le don de voir au-delà des apparences et était devenue comme une grand-mère pour Emma. Le quartier était calme, bordé d'arbres, parfait pour fonder une famille. Victor avait choisi la maison spécialement pour sa proximité avec la base et les bonnes écoles. Il avait installé un système de sécurité, des lumières à détecteur de mouvement et même des caméras cachées autour de la propriété, vieilles habitudes héritées de sa formation militaire. La vie avait un rythme. Victor partait en mission de 3 à 6 mois, rentrait chez lui pour une durée équivalente, puis repartait en mission. Pendant ces périodes à la maison, il était totalement présent, entraînant l'équipe de foot d'Emma, organisant des sorties camping en famille, lui apprenant à pêcher au lac derrière leur maison. Della semblait satisfaite, impliquée dans le PDA, conservant son emploi dans une association, organisant des dîners pour d'autres familles de militaires. Mais quelque chose avait changé ces derniers mois. Victor avait remarqué de petits changements. Le téléphone de Della était toujours face cachée. Elle semblait distante lors de leurs conversations, et elle travaillait plus souvent tard. Lorsqu'il lui avait posé la question, elle avait attribué cela à des responsabilités professionnelles accrues. Ils élargissent le programme, avait-elle expliqué, sans vraiment le regarder dans les yeux. Plus d'événements de collecte de fonds, plus de tâches administratives. Vous savez comment c'est. Victor ne savait pas ce que c'était. Il savait aussi quand on lui mentait. Mais avec son déploiement en Afghanistan prévu la semaine suivante, il avait mis ses inquiétudes de côté. Della ne lui avait jamais donné de raison de douter de sa loyauté. Elle était la mère de son enfant, sa compagne, son point d'ancrage dans la vie civile. La veille de son déploiement, ils avaient fait l'amour avec une intensité inhabituelle. Della s'était accrochée à lui par la suite, le visage enfoui dans sa poitrine. « Je t'aime », avait-elle murmuré. « J'aime notre famille. »« Je t'aime aussi », avait-il répondu en lui caressant les cheveux. « Prends soin de notre fille pendant mon absence. »« Toujours », avait-elle promis. Alors que Victor embarquait dans l'avion de transport le lendemain matin, le visage baigné de larmes d'Emma se pressait contre le hublot. Il portait cette promesse en lui. Il n'aurait jamais pu savoir que ce serait la dernière vérité que Della lui dirait. Chapitre 2. Fondation, fissure. 3 semaines après le déploiement de Victor sur une base opérationnelle avancée près de Kandahar, Della Palmer Carlsson se tenait dans sa cuisine, fixant son reflet dans la fenêtre au-dessus de l'évier. La femme qui la regardait lui semblait une inconnue, les cheveux parfaitement coiffés,
le maquillage appliqué avec une précision experte, vêtue d'une robe plus chère qu'elle ne le devrait. Elle se préparait à dîner avec Stephen O'Donnell. Stephen était tout ce que Victor n'était pas, d'où là où Victor était rude. Charmant là où Victor était direct, présent là où Victor était déployé. À 36 ans, Stephen travaillait comme chargé de clientèle senior pour une agence de marketing du centre-ville, conduisait une BMW et portait des costumes parfaitement taillés. Il était entré dans la vie de Della 6 mois plus tôt, lorsque son entreprise avait signé un contrat avec son association pour une importante campagne de financement. Leur première rencontre avait été professionnelle. Stephen avait impressionné Della par sa compréhension de la mission de son organisation, ses idées novatrices pour élargir sa base de donateurs et son souci du détail, mais c'est lors de leur 3e séance de planification, autour d'un verre dans un bar d'hôtel haut de gamme, que les frontières professionnelles avaient commencé à s'estomper. « Tu es remarquable », avait dit Stephen, ses yeux bleus rivés sur les siens. Votre façon de défendre ces causes, la passion dans votre voix lorsque vous parlez d'aider les familles. Votre mari a de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi dévoué. Della avait senti une chaleur envahir sa poitrine, qui n'avait rien à voir avec le vin. Quand Victor l'avait-il qualifié de remarquable pour la dernière fois? Quand avait-on remarqué pour la dernière fois sa passion pour autre chose que la planification des repas et les horaires de vie de Della avait poursuivi sa spirale descendante après le divorce. Elle avait perdu son emploi à l'association à but non lucratif lorsque le conseil a appris son utilisation abusive des cartes de crédit de l'entreprise pour les dépenses personnelles pendant l'affaire. Les tentatives de trouver un emploi comparable ont été entravées par des références qui avaient été témoins de son effondrement moral lors de la procédure de divorce. Elle avait été forcée de retourner avec Hélène Palmer. L'arrangement qui a duré exactement 3 semaines avant qu'Hélène ne lui donne le coup de pied après avoir découvert que Della avait volé des bijoux en gage pour de l'argent. Della vivait maintenant dans un appartement d'une chambre à travers la ville, travaillant comme réceptionniste dans un cabinet médical et a du mal à payer les dettes qu'elle avait accumulées lors de sa liaison avec Stephen. Stephen O'Donnell ne s'était pas mieux comporté. Victor avait tenu sa promesse de ne pas partager les informations préjudiciables avec l'employeur de Stephen, mais il n'avait fait aucune promesse à propos du cercle social de Stephen. Jeremy Schneider avait soigneusement divulgué des détails sur le modèle de Stephen de cibler les femmes mariées, son instabilité financière et son abandon de Della pendant sa crise légale. Les informations s'étaient répandues dans la communauté professionnelle de Denver avec l'efficacité des potins dans les petites villes. Stephen s'est retrouvé exclu des événements de réseautage, a passé des promotions et n'a pas pu maintenir les liens sociaux qui avaient autrefois soutenu son style de vie. Sa vie avec des rencontres avait subi une destruction similaire. Son rôle dans la rupture d'une famille militaire avait atteint les femmes qu'il avait poursuivies, et sa réputation de prédateur l'avait rendu toxique dans la scène des rencontres de Denver. 6 mois après l'abandon de Della, Stephen O'Donnell avait été contraint de prendre un emploi avec une petite entreprise à un salaire considérablement réduit, de déménager dans un appartement moins cher et de vendre sa BMW pour gérer sa dette. Mais la vengeance la plus complète de Victor avait été sauvée pour la fin. Un mardi après-midi de novembre, Della a reçu une lettre certifiée dans son appartement. À l'intérieur se trouvait un procès intenté par l'équipe juridique de Victor pour demander des dommages-intérêts pour infliger intentionnel de la détresse émotionnelle et l'aliénation de l'affection. Le procès a détaillé tous les aspects de l'affaire de Della et son impact sur Emma, y compris les dépenses médicales de l'hospitalisation d'Emma, les coûts de thérapie pour les conseils d'Emma et le salaire perdu de Victor de l'autorisation de l'urgence pour s'occuper de sa fille. Le total des dommages-intérêts demandés a dépassé $200 000. Della a appelé Byron Sosa dans une panique, mais sa réponse a été dévastatrice. Ce sont des affirmations légitimes, a expliqué Byron. Le Colorado reconnaît l'aliénation des combinaisons d'affection et la demande de détresse émotionnelle sont solides compte tenu des circonstances entourant la crise médicale d'Emma. Je n'ai pas ce genre d'argent. Ensuite, vous devrez envisager la faillite. Ou vous pouvez essayer de négocier un règlement. Mais compte tenu de ce que je sais de Victor Carlson, je doute qu'il s'intéresse à un compromis. L'appel de Della à Victor est allé directement à la messagerie vocale. Quand il a finalement rendu son appel 3 jours plus tard, sa voix était en forme d'affaire et froide. « Vous essayez de me détruire complètement » a-t-elle dit. « Non » a répondu Victor. « Je vous tiens responsable des dommages que vous avez causés. Je ne peux pas payer ça. Tu sais que je ne peux pas payer ça. Ce n'est pas mon problème, Victor. S'il vous plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs. Vous n'avez pas fait d'erreur, Della. Vous avez fait des choix. Vous avez choisi de trahir notre mariage. Vous avez choisi de mettre en danger notre fille.
Vous avez choisi de mentir, de voler et d'abandonner vos responsabilités en tant qu'épouse et mère. Je suis toujours la mère d'Emma biologiquement, mais la maternité est plus que l'ADN. Et vous avez perdu ce titre quand vous avez choisi Stephen O'Donnell sur le bien-être d'Emma. De là pleurer maintenant. Que voulez-vous de moi? J'ai déjà tout perdu. Je veux que vous compreniez que les actions ont des conséquences. Je veux que vous ressentiez une fraction de la douleur que vous avez causée à Emma lorsque vous l'avez abandonnée. Et je veux que vous vous souveniez chaque jour pour le reste de votre vie que vous avez choisi cela. Je pourrais vous exposer, dit désespérément. Dites aux gens ce que vous m'avez fait, comment vous avez tout manipulé. Allez-y, Victor répondit calmement. Dites-leur qu'un Navy décoré a utilisé des moyens juridiques pour protéger sa fille d'une mère qu'il a abandonnée lors d'une urgence médicale pour une liaison avec un lâche qui ne pouvait même pas se soutenir quand les choses ont devenu difficiles. La ligne s'est silencieuse à l'exception de la sanglotant. Tu es le méchant de cette histoire, Della. Pas moi, pas Stephen, pas ta mère, pas personne d'autre qui te tenait responsable de vos choix. Vous êtes la personne qui a détruit notre famille pour un plaisir momentané. Et vous êtes la personne qui a presque tué notre fille par négligence. La voix de Victor est devenue encore plus froide. Je ne te pardonnerai jamais. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait et je ne vous permettrai plus jamais de blesser Emma. L'appel s'est terminé et les charcuteries ont coulé au sol de son appartement minable. Enfin, comprendre l'exhaustivité de sa défaite. 3 mois plus tard, Della Palmer a déposé un bilan et a déménagé à Phoenix pour vivre avec un cousin éloigné, le seul parent qui avait accepté de l'aider. Elle a quitté sa fille, son ancienne vie et l'épave de chaque relation qu'elle avait détruite à travers ses choix. Emma a posé des questions sur elle une fois. Où est allée maman? Elle s'est éloignée. Victor avait répondu honnêtement. Parfois, les adultes font des choix qui signifient qu'ils ne peuvent pas être les parents qu'ils sont censés être. Emma avait hoché la tête solennellement et n'a jamais demandé à nouveau. Victor a gardé chaque élément de preuve de la trahison de Della dans un classeur verrouillé dans son bureau d'origine, pas en tant que trophée, mais comme des rappels. Les remonçais, une fois rompus, ne pouvaient pas être complètement réparés. Les rappels ne permettent à personne de menacer la sécurité ou le bonheur de sa fille. Chuchote parmi les conjoints militaires, un rappel de la rapidité avec laquelle les choix égoïstes pourraient détruire tout ce qui comptait. Oublier, jamais pardonner, et ne faisait plus jamais confiance à personne avec le pouvoir de blesser sa fille. Dans son esprit, c'était exactement comme il cède. Certaines trahisons sont impardonnables. Certains ponts, une fois brûlés, ne devraient jamais être reconstruits. Et certaines personnes gagnent leur exil par des choix si dommageables que la rédemption devient impossible. Della Palmer Carlson avait appris cette leçon de la manière la plus dévastatrice possible en perdant tout ce qu'elle avait déjà prétendu aimer pour un homme qui ne l'aimait jamais du tout. La justice, avait appris Victor, n'était pas toujours servie dans les salles d'audience. Parfois, il s'agissait simplement de permettre aux gens de faire face aux conséquences naturelles de leurs choix tout en veillant à ce que les enfants innocents soient protégés des retombées. Emma était en sécurité. Emma était aimée. Emma était en plein essor. Tout le reste n'était que le nettoyage. Ramassage scolaire? Il est souvent déployé. Elle s'était surprise à dire qu'elle se sentait parfois seule. Stephen s'était penché plus près, sa main couvrant la sienne sur la table. La solitude est une terrible chose à gâcher. Leur liaison avait commencé par des SMS, d'abord innocents, puis de plus en plus personnels. Stephen lui envoyait des messages de bonjour lorsque Victor était à l'autre bout du monde. Il lui demandait comment s'était passée sa journée, se souvenait des détails des événements scolaires d'Emma, la complimentait sur son travail avec une sincère reconnaissance. « Tu mérites d'être chérie », avait-il écrit après leur premier baiser dans sa voiture, devant son bureau. « Tu mérites d'être la priorité de quelqu'un. » Della s'était convaincu qu'elle méritait ce bonheur. Les déploiements de Victor s'allongeaient. Il se concentrait entièrement sur sa vie. Emma, et leurs conversations étaient devenues des échanges routiniers de logistique et de nouvelles. Elle se sentait invisible dans son propre mariage, réduite à une simple maîtresse de maison plutôt qu'à une épouse. Hélène Palmer avait immédiatement remarqué le changement chez sa fille. « Tu es rayonnante », avait observé Hélène lors d'un de leurs déjeuners hebdomadaires. Nouvelle routine de soins. Della avait esquivé la question en riant. Mais le regard perçant d'Hélène avait capté les bijoux coûteux, le sac à main de créateur, la confiance qui semblait rayonner des épaules de sa fille. « Je me sens bien dans ma vie, maman.
Le travail associatif est vraiment épanouissant. Hélène avait hoché la tête, mais quelque chose la taraudait. Della avait toujours été sa fierté et sa joie, belle, prospère, mariée à un bon soutien de famille. Mais cette nouvelle version de sa fille semblait différente, plus sûre d'elle, mais aussi plus secrète. Emma, quant à elle, avait commencé à faire des bêtises à l'école. Son enseignante, Madame Rodriguez, avait appelé 2 fois la semaine précédente pour signaler qu'Emma avait du mal à se concentrer, semblait fatiguée en cours et s'était disputée avec une autre élève à propos du partage du goûter. « Est-ce que tout va bien ? À la maison ?» avait demandé Madame Rodriguez lors du 2e appel. Parfois, les enfants réagissent au stress à la maison, même s'ils ne peuvent pas exprimer ce qu'ils ressentent. Della avait assuré à l'enseignante que tout allait bien, mais en privé, elle s'inquiétait. Emma posait de plus en plus de questions sur l'heure du retour de papa, s'accrochait davantage à Della à l'heure du coucher et semblait percevoir la tension que Della pensait cacher. Steven avait été compréhensif quant aux inquiétudes de Della concernant Emma. Mais sa patience commençait à s'épuiser. Elle doit se faire à l'idée que sa mère a aussi une vie, lui avait-il dit lors de leur dernier dîner. Les enfants sont résilients. Elle s'adaptera. Elle n'a que 6 ans, Steven. C'est tout ce qu'elle a toujours connu, et il est peut-être temps pour vous deux de trouver quelque chose de mieux. Steven avait commencé à faire pression sur Della pour qu'elle envisage de quitter Victor, évoquant une vie où elle n'aurait plus à se soucier des déploiements, où elle n'aurait plus à être mère célibataire pendant des mois, où elle n'aurait plus à faire semblant d'être satisfaite d'un homme qui la voit comme une commodité plutôt qu'une simple aide. Un trésor. Je pourrais te donner tout ce que tu mérites, lui avait-il murmuré dans son cou dans son appartement du centre-ville. Emma pourrait avoir un père réellement présent. On pourrait avoir un mari qui nous accorde la priorité. L'idée était enivrante, mais Della n'était pas prête à tout gâcher. Pas encore. Elle avait besoin de plus de temps pour réfléchir à sa prochaine étape, pour préparer Emma à la transition qui l'attendrait, pour trouver le courage de dire la vérité à Victor. Mais le temps, comme Della allait bientôt le découvrir, était un luxe qu'elle ne possédait pas. Hélène Palmer avait décidé de surprendre sa fille et sa petite-fille par une visite impromptue l'après-midi suivant. Elle s'inquiétait de la distance croissante qu'elle avait remarquée entre elle et Della, et elle voulait passer du temps de qualité avec Emma pendant le déploiement de Victor. Ce qu'Hélène découvrirait en entrant dans la maison avec son double de clé changerait tout. Chapitre 3, le dénouement. La clé d'Hélène Palmer tourna dans la serrure de la porte d'entrée à 14h17 un mercredi après-midi. Elle avait apporté les biscuits préférés d'Emma de la boulangerie du centre-ville et elle avait prévu d'aller chercher sa petite fille à l'école pour un après-midi surprise ensemble. La maison était silencieuse, trop silencieuse. De là Hélène l'appela en posant son sac à main sur le comptoir de la cuisine. « Emma, ma chérie. » Puis elle entendit des voix à l'étage. La voix de Della, mais pas seule. Une voix d'homme, grave et inconnue. Hélène fronça les sourcils. Victor était déployé, et Della aurait dû être au travail. Hélène monta les escaliers en silence, son instinct maternel en alerte. Les voix provenaient de la chambre principale, de la chambre de Della, de la chambre de Victor, de la chambre des parents d'Emma. Par la porte entr'ouverte, Hélène vit sa fille nue dans les bras d'un inconnu. L'homme était beau, d'une manière raffinée, qui rappelait à Hélène le vendeur de voitures qui avait essayé de la séduire pendant des années. Il murmurait quelque chose à l'oreille de Della qui la fit rire, un rire qu'Hélène n'avait pas entendu de sa fille depuis des mois. Le monde d'Hélène bascula. Sa fille principale, qui avait épousé un héros, qui avait fondé une belle famille, était trahissant tout ce qu'Hélène lui avait appris à apprécier. Le choc ne dura que quelques instants avant de se cristalliser en quelque chose de plus dur, de plus froid. Hélène Palmer n'avait pas élevé sa fille pour qu'elle soit menteuse et tricheuse. Elle n'avait pas vu Victor se déployer à plusieurs reprises pour défendre leur pays tandis qu'un prédateur au discours mielleux s'en prenait à sa famille. Hélène s'éloigna silencieusement des portes, descendit les escaliers avec la précision minutieuse d'une personne sous le choc, et quitta la maison aussi silencieusement qu'elle y était entrée. Mais elle ne quitta pas le quartier. Hélène conduisit jusqu'au bout de la rue et se gara de manière à pouvoir observer la maison. 43 minutes plus tard, une BMW argentée sortit de l'allée. La même voiture qui était garée là lors de ses 2 précédentes visites, et que Della avait prétendu appartenir à un collègue en panne. Hélène prit des photos de la plaque d'immatriculation avec son téléphone. Ce soir-là, lorsque Della appela pour inviter Hélène à dîner ce week-end-là, la voix d'Hélène était posée et agréable. « Bien sûr, ma chérie, j'aimerais beaucoup te voir, toi et Emma. » Mais Hélène Palmer n'était pas du genre à se laisser trahir.
Diapositive. Au cours des 2 semaines suivantes, elle menaça. Propre enquête. La BMW était immatriculée au nom de Stephen Patrick O'Donnell. Quelques questions discrètes posées à des connaissances communes révélèrent que Stephen et Della avaient été vus ensemble à plusieurs reprises dans des restaurants de la ville, main dans la main, se comportant comme un couple. Hélène faisait des copies de tout. Pendant ce temps, le comportement d'Emma continuait de se dégrader. Lors du dîner d'Hélène le samedi, Emma avait à peine mangé, semblait apathique et n'arrêtait pas de demander quand papa rentrerait. Il reviendra bientôt, ma puce, avait dit Della. Mais son attention était visiblement ailleurs, sur son téléphone, qui vibrait sans arrêt pendant tout le dîner. Maman envoie toujours des SMS maintenant. Emma s'était confiée à Hélène pendant que Della était dans la cuisine. Elle dit que c'est pour le travail, mais elle sourit à son téléphone comme elle le fait quand papa envoie des photos. La mâchoire d'Hélène se serra. L'enfant était plus perspicace qu'on ne le pensait. Ce soir-là, après qu'Emma se soit endormie, Hélène confronta Della dans la cuisine. Je sais pour Stephen O'Donnell. Le verre de vin de Della s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Elle perdit toute couleur. Visage. Maman, je ne te connais pas. La voix d'Hélène était glaciale. Ne me mens pas plus que tu ne l'as déjà fait. Je t'ai vu dans ta chambre, dans le lit que tu partages avec le père de ton enfant. Della posa son verre, les mains tremblantes. Tu ne comprends pas. Je comprends que tu détruises ta famille pour un fantasme avec un homme qui conduit une voiture de luxe et te dit ce que tu veux entendre. Victor n'est jamais là. La voix de Della s'éleva, puis se retira en se souvenant d'Emma dormant à l'étage. Il est toujours déployé, toujours concentré sur sa carrière, toujours à faire passer l'armée en premier. Stephen me redonne vie. Il me valorise. Victor met de la nourriture sur ta table, un toit au-dessus de ta tête, et sert son pays pour ta sécurité. Et c'est comme ça que tu le lui rends. Les yeux de Della se remplirent de larmes. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Ça a juste évolué. Tu as fait des choix, Della. Chaque SMS, chaque mensonge, chaque fois que tu as amené cet homme chez Victor, c'était des choix. Hélène se leva pour partir, sa décision prise. Tu en as un. Une semaine pour mettre fin à cette liaison et dire la vérité à Victor. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Maman, s'il te plaît. Une semaine, Della, choisis judicieusement. Mais Della Palmer Carlson n'avait jamais été douée pour faire des choix judicieux lorsque ses désirs entraient en conflit avec ses responsabilités. Au lieu de mettre fin à la liaison, elle a redoublé d'efforts. Stephen l'a convaincue que l'ultimatum d'Hélène était la preuve qu'elle devait prendre sa vie en main. Ta mère veut te garder prisonnière d'une vie qui te rend malheureuse. Stephen a argumenté. Mais tu es plus forte que ça. Tu mérites mieux que de vivre pour l'approbation de tous. 3 jours après l'ultimatum d'Hélène, alors qu'Emma était à l'école, Della a rencontré Stephen à son appartement. Ils ont passé l'après-midi à planifier leur avenir ensemble. Stephen aiderait Della à trouver un bon avocat spécialisé en divorce. Il avait des relations qui pourraient lui garantir une garde favorable. Et il avait déjà cherché des écoles privées pour Emma. Nous pouvons construire quelque chose de beau ensemble, a promis Stephen. Toi, moi et Emma, une vraie famille où chacun est présent et pris en compte. Aucun d'eux n'a remarqué Naomi. Dawson, dans le parking de l'immeuble, photographiait la voiture de Della à côté de la BMW de Stephen. Naomi avait des soupçons depuis des semaines. Elle avait remarqué la voiture inconnue dans l'allée des Carlson, vu Della quitter la maison habillée en pleine journée et observé le comportement de plus en plus renfermé d'Emma lors de leur brève rencontre dans le jardin. Quand Hélène Palmer frappa à la porte de Naomi ce jeudi soir, les 2 femmes étaient arrivées à la même conclusion. Victor Carlson avait besoin de savoir la vérité sur ce qui arrivait à sa famille alors qu'il risquait sa vie à l'étranger. J'ai des photos, dit Naomi en les étalant sur la table de la cuisine. Des documents sur ses départs, ses présences à la maison, des preuves chronologiques. Hélène hocha la tête, ajoutant ses propres preuves à la pile. J'ai son identité, l'immatriculation de son véhicule et plusieurs témoignages les montrant ensemble en public. Victor mérite de savoir, dit Naomi doucement. Cette petite fille mérite mieux que ça. Hélène prit son téléphone. Je l'appellerai ce soir. C'est le matin là-bas. Il devrait être disponible. Mais alors qu'Hélène s'apprêtait à composer le numéro international de Victor, aucune des 2 femmes n'aurait pu prédire l'événement catastrophique qui allait se produire le lendemain.
Un événement qui allait transformer Viktor Carlsson, d'un mari trahi, en quelque chose de bien plus dangereux. Chapitre 4. Le point de rupture. Le téléphone satellite de Viktor Carlsson sonna à 6h30, heure de Kandahar. Il venait de terminer son entraînement matinal dans la salle de sport improvisée de la base d'opération avancée Chapman. La sueur lui glaçait encore la peau dans l'air du désert. L'afficheur indiquait le numéro de Naomi Dawson, ce qui était inhabituel. Sa voisine appelait rarement pendant les déploiements, sauf en cas d'urgence. « Naomi, tout va bien ? Victor, je dois te dire quelque chose au sujet de Della et Emma. Peux-tu parler en privé ?» Le ton de la voix de Naomi glaça Victor. Il avait déjà reçu des appels comme celui-ci. Des appels qui précédaient l'annonce d'un décès, d'une blessure ou d'une trahison. Il se dirigea vers une zone sécurisée, loin du reste du personnel. « Que se passe-t-il, Victor ?» Della a une liaison avec un certain Steven O'Donnell. Hélène les a surpris ensemble chez toi, dans ta chambre. J'ai des photos de sa voiture chez toi à plusieurs reprises, quand tu étais en mission. Ces mots frappèrent Victor comme des éclats d'obus. Chacune brisa les fondements de toutes ses convictions. Il força sa respiration à rester calme, sa voix calme. Depuis combien de temps ? Hélène pense au moins 6 mois. Je documente ses visites depuis 1 mois. Victor, je suis désolé. On pensait que tu avais besoin de savoir, Emma. Elle est en difficulté. Elle semble sentir que quelque chose ne va pas, mais je ne pense pas qu'elle comprenne ce qui se passe. Victor ferma les yeux, son entraînement s'affolant de la rage qui montait dans sa poitrine. Envoie-moi tout ce que tu as. Photos, chronologie, toutes les preuves que tu as rassemblées. Je le ferai. Victor, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais rentrer à la maison et m'occuper de ça. Mais Victor n'aurait pas le temps de mettre à exécution le plan qu'il aurait pu élaborer lors de cet appel. Car à cet instant précis, à 7000 mètres de là, dans la banlieue du Colorado, Della Palmer Carlsson prenait une décision qui la condamnerait à jamais. Della s'était déclarée malade au travail et se préparait à passer la journée chez Steven. Emma était à l'école. Hélène était à la banque. Et Della se sentait libre de se perdre dans l'imaginaire de sa nouvelle vie. Elle avait préparé un sac pour la nuit, prévenu Emma qu'elle travaillerait tard et ne rentrerait qu'après l'heure du coucher, et avait organisé pour qu'Emma aille chez Naomi à pied après l'école. Mais Emma était tombée malade pendant le déjeuner. Une gastro-entérite s'était propagée dans sa classe, et à 22h, l'infirmière scolaire appelait les parents pour récupérer les enfants malades. L'appel est d'abord arrivé sur le téléphone de Della, mais Della était déjà chez Steven. Son téléphone s'était éteint et avait été oublié dans son sac à main pendant qu'elle et Steven préparaient leur week-end à Aspen. L'école a essayé le numéro professionnel de Della. Son assistante expliqua que Madame Carlsson s'était déclarée malade. Ils essayèrent les numéros d'urgence. Hélène Palmer était en réunion avec des demandeurs de prêts et ne put être jointe avant 15h. Finalement, ils appelèrent Naomi Dawson, qui était indiquée comme personne d'urgence. « Bien sûr, je vais la chercher », dit immédiatement Naomi. « Pauvre petite. Je vais m'occuper d'elle jusqu'à ce que sa mère vienne la chercher. » Naomi est allée chercher Emma, pâle et apathique, à l'école à 13h47 et la ramener à la maison. La fièvre d'Emma montait et elle se plaignait de maux d'estomac et de nausées. Naomi a donné du paracétamol à ses enfants, s'est assurée qu'elle restait hydratée et a essayé à plusieurs reprises de joindre Della. Le téléphone de Della est tombé directement sur la messagerie vocale. À 16h, l'état d'Emma s'est aggravé. Elle vomissait, avait 38 degrés Celsius de fièvre et commençait à se déshydrater. Naomi s'apprêtait à l'emmener aux urgences lorsqu'elle a vu la voiture de Della s'engager dans l'allée de l'autre côté de la rue. Mais Della n'était pas seule. Steven O'Donnell était sur le siège passager, et il riait de quelque chose, complètement inconscient de la crise qui frappait Emma. Naomi a porté l'enfant malade de l'autre côté de la rue, sa colère grandissant à chaque pas de là. Où étais-tu ? Emma est malade depuis midi. L'école impossible de te joindre. Le visage de Della passa par plusieurs émotions. Surprise, culpabilité, agacement, avant de se transformer en irritation défensive. Elle va bien, Naomi. Les enfants tombent malades. Ce n'est pas une urgence. Steven sortit de la voiture et consulta son téléphone. Chérie, je dois retourner au bureau. Rappelle-moi plus tard. Cette tendresse désinvolte devant Emma et Naomi fut une véritable claque.
Naomi vit l'air confus d'Emma en remarquant cet homme étrange qui l'appelait « maman ». En fait, dit Della en regardant tour à tour Steven et Emma. Pourquoi ne la gardes-tu pas encore quelques heures? J'ai des choses à finir au travail. Naomi fixa Della, incrédule. Elle a 38 degrés de fièvre. Elle a besoin de sa mère. Elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle, et tu es doué pour ça, répondit Della avec un sourire fragile. Je viendrai la chercher après le dîner. Steven était déjà de retour dans la voiture, moteur en marche. Della embrassa le front d'Emma rapidement, trop rapidement, et grimpa sur le siège passager. Merci, Naomi. Tu m'as sauvé la vie. Alors que la voiture démarrait, Emma leva vers Naomi de grands yeux perplexes. Pourquoi maman ne voulait-elle pas s'occuper de moi? Ce soir-là, lorsque Della revint enfin à 21h30 chercher Emma, l'état de sa fille s'était encore dégradé. Emma était léthargique, à peine réactive et brûlante de fièvre. Elle doit aller à l'hôpital, dit Naomi fermement. Maintenant, elle est juste fatiguée, répondit Della. Mais même elle a vu qu'Emma avait l'air terrible. Je la ramènerai à la maison et je verrai comment elle se sent demain matin. Della, elle est gravement malade. Ce n'est plus juste une gastro. Mais Della attachait déjà Emma dans son siège auto, son téléphone bourdonnant de SMS de Steven. Elle ira bien. Les enfants sont résilients. Ce qui s'est passé au cours des 48 heures suivantes allait hanter Victor Carlson pour le restant de ses jours, et alimenter une rage si pure et concentrée qu'elle allait tout détruire sur son passage. Emma passa la nuit à vomir et à avoir une forte fièvre, tandis que Della, épuisée par sa journée émotionnelle, prenait 2 somnifères et dormait malgré les appels à l'aide de sa fille. Au matin, Emma était déshydratée et à peine consciente. Au lieu de l'emmener à l'hôpital, Della appela sa mère. « Maman, Emma est vraiment malade. Tu peux venir ?» Hélène arriva et trouva Emma allongée sur le sol de la salle de bain, trop faible pour se tenir debout. « Bon Dieu, Della, depuis combien de temps est-elle comme ça? » Depuis hier. Elle a juste attrapé une gastro. Hélène appela immédiatement les secours, mais le mal était déjà fait. Emma fut transportée d'urgence à l'hôpital avec une déshydratation sévère et une infection rénale due à cette maladie non traitée. Tandis qu'Emma luttait pour sa vie dans une unité de soins intensifs pédiatriques, Steven O'Donnell s'impatientait face à l'attention partagée de Della. « Tu es obsédé par ça. » Il lui dit lors de leur conversation téléphonique ce soir-là, les enfants tombent malades. Elle est à l'hôpital, ce qui signifie qu'elle reçoit des soins professionnels. Tes indiscrétions n'y changeront rien. C'est ma fille, et je suis censé être ton avenir. Mais si tu dois la choisir à chaque fois qu'il y a un conflit, peut-être qu'il faudrait reconsidérer toute cette affaire. L'ultimatum était clair. Steven ou Emma? Della, épuisée et manipulée émotionnellement, fit le choix qui la définirait comme un monstre. Elle passa la nuit chez Steven, tandis que sa fille de 6 ans, allongée dans un lit d'hôpital, demandait aux infirmières quand sa maman allait venir. Hélène Palmer veillait au chevet d'Emma, tenant la main de sa petite fille et passant l'appel le plus difficile de sa vie. « Victor, c'est Hélène. Tu dois rentrer à la maison immédiatement. Emma est à l'hôpital. » Et Della. Della a perdu la raison. Le monde de Victor Carlson a explosé en fragments impossibles à reconstituer. Mais de ces fragments, quelque chose d'autre a commencé à se former. Quelque chose de plus dur, de plus froid et d'infiniment plus dangereux que l'homme parti en mission 3 mois plus tôt. Le mari et père étaient mourants. L'arme était en train de naître. Chapitre 5. La transformation. Victor Carlson est arrivé à l'aéroport international de Denver sur un vol de transport militaire après avoir usé de toutes les faveurs qu'il avait accumulées en 15 ans de service. Les 18 heures de voyage depuis Kandahar lui avaient laissé le temps de se préparer, et l'homme qui traversait le terminal ne ressemblait guère au mari confiant déployé 3 mois plus tôt. Hélène Palmer l'a accueilli à la porte d'embarquement. Son apparence habituellement impeccable était débraillée par 3 jours de veille à l'hôpital. L'épuisement dans ses yeux n'était rien comparé à la fureur qui irradiait de chacun des mouvements de Victor. « Comment va-t-elle » Sa voix était posée, professionnelle. Le ton qu'il utilisait lors des briefings de mission. « Mieux. » Le médecin dit, on l'a attrapé juste à temps. 12 heures plus tard, Hélène perdit la voix. « Victor, je l'ai trahi. J'ai trahi Emma. » Non, la réponse de Victor fut immédiate et définitive. Della l'a trahi. Tu lui as sauvé la vie. Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital,
Hélène lui fit un briefing complet. Elle rassembla tout. Photos, chronologie, témoignages, dossiers médicaux et un récit détaillé de l'abandon d'Emma par-delà pendant la crise. Elle l'a choisi, dit Hélène d'une voix creuse. Alors qu'Emma luttait pour sa vie, de l'a choisi de passer la nuit avec Steven O'Donnell. Victor assimila cette information avec le même détachement clinique qu'il utilisait pour analyser les rapports de renseignement. L'émotion était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Emma avait besoin de lui fonctionnel, pas brisé. À l'hôpital, le sang-froid de Victor faillit voler en éclats lorsqu'il vit sa fille, pâle, petite et fragile dans le lit d'hôpital surdimensionné, 4 rides partant de ses petits bras. Le visage d'Emma s'illumina en le voyant. Son premier sourire sincère depuis des jours. « Papa, tu es rentré à la maison. Je te l'avais promis, ma puce. » Victor l'embrassa sur le front, d'une voix ferme malgré la rage qui montait dans sa poitrine. « Comment te sens-tu ? Mieux maintenant que tu es là. Maman a dit que tu ne pouvais pas rentrer à cause du travail, mais je savais que tu viendrais si j'étais vraiment malade. » L'évocation anodine du mensonge de Dela fut comme un couteau entre les côtes de Victor. « Où est maman maintenant ? » Le visage d'Emma s'assombrit. Elle devait travailler. « Grand-mère Hélène est restée avec moi. » Victor échangea un regard avec Hélène. Ils savaient tous les deux que Dela n'était pas au travail. Elle était avec Steven, entretenant sa fiction même pendant que sa fille se remettait d'une maladie presque mortelle. « Emma, ma chérie, je vais m'occuper de quelques affaires d'adulte et ensuite je reviendrai te chercher. »« D'accord, promis. Je te le promets. Et tu sais, je tiens toujours mes promesses. » Victor passa l'heure suivante à discuter avec l'équipe médicale d'Emma, à revoir son traitement et à s'assurer de sa continuité. Puis il commença à mettre le plan en œuvre. Et il s'est développé pendant son vol de retour. Sa première visite fut chez Jérémy Schneider, un ancien Navy SEAL devenu détective privé spécialisé dans les familles de militaires. Jérémy avait aidé des dizaines de militaires déployés à rassembler des preuves d'infidélité, et ses méthodes étaient rigoureuses et juridiquement fondées. « Victor, mon vieux, je suis désolé pour toute cette affaire, » dit Jérémy en examinant les preuves rassemblées par Hélène, « mais ce que vous avez là est solide. Votre femme a abandonné votre enfant gravement malade pour passer du temps avec son amant. Aucun tribunal aux affaires familiales du pays n'ignorera cela. J'ai besoin de tout, Jérémy. Dossiers financiers, journaux de communication, preuves de la façon dont elle a dépensé ses biens matrimoniaux, documents de négligence. J'ai besoin de suffisamment de munitions pour la détruire complètement. » Jérémy hocha la tête. « Considérez cela comme fait. » « Mais Victor, quel est votre objectif ? » ?»« La garde exclusive. » »« La garde exclusive n'est qu'un début. » La visite suivante de Victor fut chez Mark Mullins, un avocat spécialisé en divorce réputé pour son efficacité impitoyable. Mark avait traité plusieurs divorces militaires très médiatisés et comprenait les défis uniques auxquels sont confrontés les militaires déployés. « D'après ce que vous me dites, » a déclaré Mark après avoir examiné les preuves préliminaires, « nous pouvons établir l'abandon, l'adultère, la mise en danger d'enfants et la malversation financière. Le Colorado est un État où le divorce est sans faute, mais en matière de garde et de partage des biens, ce niveau de malversation est important. Je veux qu'elle soit détruite, a simplement dit Victor. Légalement, financièrement, socialement, je veux qu'elle perde tout. C'est réalisable, mais ça va mal tourner. Bien. Au cours des 48 heures suivantes, tandis qu'Emma se rétablissait à l'hôpital et que Dela poursuivait sa vie de rêve avec Steven, Victor a monté son dossier avec une précision militaire. L'enquête de Jérémy a révélé que Dela avait utilisé des cartes de crédit communes pour financer sa liaison. Restaurants et hôtels coûteux, cadeaux pour Steven, et même un week-end à veille qu'elle avait présenté comme une réunion de travail. Plus dommageable encore a été la découverte que Dela discutait de divorce avec Steven depuis des mois, y compris des conversations sur la dissimulation des biens matrimoniaux et la manipulation des modalités de garde. Steven avait enregistré certaines de leurs conversations sur son téléphone, sans doute pour assurer sa propre protection, mais l'expert en informatique de Jérémy avait récupéré des fichiers supprimés qui les dépeignaient tous deux comme des calculateurs et des mercenaires. La preuve la plus accablante provenait du système de caméras de sécurité de Naomi Dawson. Naomi avait installé des caméras après un cambriolage 2 ans plus tôt, et elles enregistraient en continu. Les images montraient Steven arrivant chez les Carlson quelques heures après les interventions de Victor, y passant la nuit et même présent au retour de l'école d'Emma à plusieurs reprises. « Elle l'a fait venir chez nous », a déclaré Victor en regardant les images avec Hélène et Jérémy.
Elle a exposé notre fille à cela. Hélène était impassible. Je l'ai mieux élevée que ça. Non, a corrigé Victor. C'est toi qui l'as élevée. Elle a choisi de devenir ça. Le 4e jour d'Emma à l'hôpital, de là apparut enfin. Elle avait visiblement consacré beaucoup de temps à son apparence. Coiffure, maquillage impeccable, vêtue d'une nouvelle robe que Victor ne reconnut pas. Elle entra dans la chambre d'Emma avec l'assurance de quelqu'un qui croyait que sa performance serait acceptée sans discussion. Voilà ma courageuse fille. De là s'approcha du lit d'Emma avec un enthousiasme théâtral. Tu as tellement manqué à maman. La réponse d'Emma fut étouffée, confuse. Où étais-tu? Tu travaillais d'arrache-pied pour qu'on puisse payer tes frais médicaux, ma chérie. Mais tout ira bien maintenant. Victor se leva de la chaise où il lisait à Emma, et de là le remarqua pour la première fois. Son visage afficha une série de micro-expressions, surprise, culpabilité, calcul, et enfin, défi. Victor, je pensais que tu ne devais pas revenir avant un mois. Les plans changent quand ton enfant est hospitalisé. Sa voix était conversationnelle, ne trahissant en rien la tempête qui l'habitait. Elle va bien maintenant. Les enfants sont résilients. Le décontracté. Le rejet de l'expérience de mort imminente d'Emma fut la confirmation ultime dont Victor avait besoin. La femme qu'il avait épousée n'existait plus, si tant est qu'elle ait jamais existé. Il faut qu'on parle, dit-il en privé. De là jeta un coup d'œil à Emma, qui observait l'échange avec cette conscience aiguë que les enfants se développent lorsque leur monde devient instable. Est-ce que ça peut attendre? Je viens d'arriver. Non, c'est impossible. Quelque chose dans le ton de Victor perça enfin l'égocentrisme de Della. Elle le suivit jusqu'à la salle de réunion familiale de l'hôpital, où Victor ferma la porte et activa l'application d'enregistrement sur son téléphone. Je sais pour Stephen O'Donnell. La façade soigneusement construite de Della se fissura. Victor, je suis au courant de la liaison. Je suis au courant de l'argent que tu as dépensé pour lui. Je sais que tu as choisi d'être avec lui au lieu de t'occuper de notre fille alors qu'elle était mourante. Elle n'était pas mourante et tu n'es jamais là de toute façon, alors ne fais pas comme si je demandais le divorce. Les mots de Victor transpercèrent sa déviation comme une lame. Je demande la garde exclusive d'Emma, le contrôle total de nos biens, et je m'assure que tous ceux qui t'entourent sachent exactement quel genre de personne tu es vraiment. De là le fixa, la bouche ouverte et fermée sans un son. Tu n'as qu'une seule chance de minimiser les dégâts, continua Victor. Signe les papiers dès qu'ils te seront signifiés. Accepte mes conditions et disparais discrètement. Lutte contre moi et je te détruirai si complètement que Stephen O'Donnell s'enfuira en hurlant dans la direction opposée. Tu ne peux pas faire ça. Je suis sa mère. Tu as perdu ce titre en choisissant ton amant plutôt que la vie de ta fille. Victor se leva pour partir, puis s'arrêta à la porte. Oh, et de là, si tu contactes Emma en dehors des visites surveillées, si tu essaies de la monter contre moi, si tu tentes d'entraver sa guérison de quelque façon que ce soit, je ferai de ta vie un enfer. Tu me menaces? Le sourire de Victor était l'expression froide d'un prédateur. Je te fais une promesse. En retournant dans la chambre d'Emma, Victor trouva sa fille qui regardait la porte avec inquiétude. Est-ce que toi et maman vous disputez? Parfois, les adultes ont des désaccords, ma puce. Mais tu n'as jamais à t'inquiéter que je prenne soin de toi. C'est mon travail, et je le fais bien. Emma hocha la tête solennellement. Resteras-tu à la maison? Maintenant? Je vais faire de mon mieux pour rester à la maison un long moment. Bien. Tu m'as manqué, papa. Tu m'as manqué aussi, Emma, plus que tu ne le sauras jamais. Mais tandis que Victor tenait la main de sa fille et la regardait s'endormir, il savait que son absence n'était rien comparé à ce que Della et Stephen O'Donnell allaient vivre. La guerre ne faisait que commencer. Chapitre 6. Le siège. Della Palmer Carlson était assise dans sa BMW sur le parking de l'hôpital, les mains tremblantes, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Victor savait tout. Pire encore, il avait semblé presque calme, ce qui était terrifiant d'une manière que des cris et des accusations n'auraient jamais pu être. Elle a appelé Stephen immédiatement. Il sait, a-t-elle dit quand il a décroché. Victor est au courant pour nous. Comment ça, il sait? C'est quoi? Tout. La liaison, l'argent que j'avais avec toi quand Emma était à l'hôpital. Il demande le divorce et la garde exclusive.
Il y a eu un long silence du côté de Steven. Bon, pas de panique. On savait que ça pourrait. Ça finira par arriver. J'ai un avocat. Et toi, tu as un avocat pourquoi? Pour des situations comme celle-ci, des litiges d'entreprise, des affaires personnelles. Il est très doué. De là eut un frisson de surprise. Steven s'était préparé à ce scénario, ce qui signifiait qu'il ne croirait jamais que leur relation resterait secrète indéfiniment. Pendant qu'elle vivait dans un fantasme, il planifiait la réalité. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Demanda-t-elle. Ça signifie qu'on doit être intelligent. N'avoue rien. Ne signe rien sans représentation légale et ne te laisse pas intimider par lui pour te faire renoncer à tes droits. Mais en raccrochant, de là ne pouvait s'empêcher de penser que les conseils de Steven visaient plus à se protéger qu'à la protéger. Victor, pendant ce temps, mettait en œuvre la deuxième phase de son plan. Tandis que de là s'enfonçait dans la spirale infernale, il rencontrait Dustin Webster, un ancien officier du renseignement des marines qui dirigeait désormais une entreprise de sécurité privée. Dustin était spécialisé dans ce qu'il appelait la vérification complète des antécédents, une expression polie pour désigner le fait de déterrer chaque détail sordide sur une cible. Stephen Patrick O'Donnell, Dustin lut un extrait de son rapport préliminaire. 36 ans, chargé de clientèle senior chez Morrison & Associates Marketing. Divorcé 2 fois, sans enfant de ses 2 mariages. Ses états financiers montrent qu'il vit au-dessus de ses moyens. Appartement de luxe, voiture de luxe, vêtements de marque, le tout financé à crédit et par une habitude d'emprunter sur de futures commissions. Continue à creuser, dit Victor. Je veux tout savoir sur cet homme, ses ex-femmes, ses pratiques commerciales, son cercle social, ses faiblesses. Quel est le but, Victor? La destruction totale. Dustin hocha la tête. Je peux m'en contenter. De retour à l'hôpital, Hélène Palmer luttait contre sa propre culpabilité et sa rage. Elle avait élevé de là pour qu'elle soit meilleure que ça. Et pourtant, sa fille était devenue quelqu'un qu'Hélène reconnaissait à peine. Quand de là revint dans la chambre d'Emma cet après-midi-là, Hélène l'attendait. Il faut qu'on parle, dit Hélène, sa voix emplie de l'autorité qui lui avait été si utile en tant que directrice de banque pendant plus de 2 décennies. Pas maintenant, maman. Je suis en visite chez ma fille. Ta fille qui a failli mourir pendant que tu jouais à la maison avec ton petit ami. Emma leva les yeux de son cahier de coloriage, la confusion lisant ses jeunes yeux. Hélène adoucit aussitôt son ton. Emma, ma chérie, veux-tu aller voir si les infirmières ont de la glace? Je crois qu'elles ont parlé de fraises. Emma s'éclaira et sortit prudemment du lit. Hélène l'accompagna jusqu'au poste des infirmières, s'assurant qu'elle était bien occupée avant de retourner affronter de là. Tu as perdu la tête, dit Hélène sans préambule. Et tu vas tout perdre à cause de ça. Victor est celui qui n'est jamais là. Il a préféré l'armée à sa famille il y a des années. Victor a choisi de servir son pays et de subvenir aux besoins de sa famille. Tu as choisi d'écarter les jambes pour le premier serpent beau parleur qui t'a prêté attention. De là a reculé comme si elle avait reçu une gifle. Comment oses-tu? Comment ose-je? Comment oses-tu? Cette petite fille a failli mourir parce que tu étais trop occupé à jouer les héros pour t'occuper d'elle. Et maintenant, Victor, un homme bon, un homme qui mérite mieux que ce que tu lui as jamais donné, va te l'enlever pour toujours. Il ne peut pas faire ça. Je suis sa mère. Être mère, c'est plus que de la biologie, de là. C'est une question de sacrifice, de responsabilité, de faire passer les besoins de ton enfant avant tes propres désirs égoïstes. Tu as échoué dans tous ces domaines. Hélène s'est rapprochée, sa voix se réduisant à un murmure. Et j'en témoignerai au tribunal si nécessaire. Tu ne voulais pas me juger. Le lendemain matin, de là a reçu le divorce. Document. Mark Mullins avait agi avec une rapidité impressionnante, demandant non seulement le divorce, mais aussi une modification d'urgence de la garde pour cause de mise en danger d'enfants. Les documents détaillaient chaque aspect de la liaison de Della, ses malversations financières et son abandon d'Emma pendant la crise médicale. En lisant le langage clinique qui décrivait ces actes négligence volontaire d'un enfant mineur, détournement de biens matrimoniaux, abandon pendant une urgence médicale, Della ressentit sa première véritable peur depuis le début. Elle appela immédiatement Steven. Il me dépeigne comme un monstre, dit-elle d'une voix tremblante. Ils disent que j'ai mis Emma en danger. Leur as-tu dit quelque chose? As-tu avoué la liaison? Quoi?
Non, bien sûr que non. Bien. Mon avocat dit que le déni est notre meilleure stratégie jusqu'à ce que nous puissions déterminer les preuves qu'ils ont réellement. Des preuves. Steven, ils savent tout. Victor m'a montré des photos. Les photos peuvent s'expliquer. Nous sommes collègues. Nous travaillons ensemble. Nous avons eu des dîners d'affaires. Des dîners d'affaires où nous nous tenions la main et nous nous embrassions. Steven resta silencieux un long moment. Ces photos sont-elles claires? Les questions glaçaient. Dans les veines de Della. Steven prenait déjà ses distances, calculant comment minimiser son propre impact plutôt que de la soutenir dans cette crise. Steven, j'ai besoin que tu me soutiennes dans cette épreuve. Nous avons parlé de construire une vie ensemble. Nous avons parlé de beaucoup de choses, Della, mais cette situation est plus compliquée que prévu. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que nous devrions peut-être prendre du recul jusqu'à ce que ce divorce soit finalisé. Je ne veux pas compliquer ta situation de garde. La trahison a été rapide et totale. Stephen O'Donnell, l'homme qui avait promis de la chérir, qui l'avait convaincu de tout risquer pour leur amour, l'abandonnait dès que les choses devenaient difficiles. Espèce de lâche, murmura Della. Espèce de lâche absolu. Sois réaliste, Della. Si je suis perçu comme m'immisçant activement dans ton mariage, cela nous blesse tous les deux. Une fois ton divorce prononcé, on pourra. Della raccrocha. Pour la première fois depuis le début, Della se retrouva seule face aux conséquences de ses choix. Victor démantelait systématiquement sa vie avec une précision militaire. Sa mère s'était retournée contre elle. Son amant s'était révélé être un opportuniste égoïste. Et Emma, la douce et innocente Emma, posait des questions auxquelles Della ne pouvait répondre sans admettre ses propres échecs. Mais Della Palmer Carlson n'avait pas survécu 32 ans en abandonnant facilement. Si Victor voulait une guerre, elle la lui donnerait. Il lui fallait juste trouver les bonnes armes. Elle commença par appeler Byron Sosa, un avocat spécialisé en divorce connu pour son sens du combat déloyal. Byron avait la réputation de transformer les divorces difficiles en campagne de terre brûlée, et ses honoraires reflétaient ses compétences spécialisées. Madame Carlson, dit Byron après avoir examiné son dossier. Je vais être honnête avec vous. Les preuves contre vous sont substantielles, mais nous avons des options. Quelles options? Votre mari est militaire, ce qui signifie qu'il a été déployé de manière intensive. Nous pouvons soutenir que son absence a créé un abandon émotionnel qui vous a poussé à chercher de la compagnie ailleurs. Nous pouvons remettre en question son aptitude à être parent seul compte tenu des exigences de sa carrière. Et nous pouvons remettre en question la chronologie des événements entourant la maladie de votre fille. Comme les urgences médicales surviennent, les enfants tombent vite malades. Nous pouvons soutenir que vous avez pris des décisions raisonnables au vu des informations disponibles à l'époque et que votre ex-mari utilise la maladie de votre fille comme une arme contre vous. C'était une stratégie fondée sur le mensonge et la manipulation, mais Della était suffisamment désespéré pour y réfléchir. Et Steven? Devra-t-il témoigner? Le sourire de Byron était prédateur. Monsieur O'Donnell pourrait trouver que coopérer avec l'avocat de votre mari est plus avantageux pour ses propres intérêts que de soutenir votre cause. Que voulez-vous dire? Je veux dire, votre petit ami est sur le point de découvrir que la loyauté a un prix, et il me semble être le genre d'homme qui privilégie son propre confort aux sentiments amoureux. Della sentit un autre PAN de son monde s'écrouler. Tout le monde l'abandonnait, Victor, Steven, même sa propre mère. Mais elle avait toujours Emma, et elle se battrait pour garder sa fille, même si cela impliquait de détruire tout le monde au passage. Ce que Della ignorait, c'est que Victor avait anticipé son désespoir et avait déjà 3 coups d'avance. Elle décida de jouer. Chapitre 7, le piège. Stephen O'Donnell ajusta sa cravate en soie italienne et observa son reflet dans le miroir de la salle de bain du service marketing de Morrison & Associates. Il avait passé le week-end à réfléchir à sa situation avec Della, et il était arrivé à des conclusions dérangeantes. Leur liaison avait été passionnante tant qu'elle était restée secrète. Le frisson d'une romance interdite, la satisfaction de prendre la femme d'un autre, le plaisir d'être choisi plutôt qu'un héros militaire décoré. Mais maintenant que Victor Carlson était rentré et conscient, la dynamique avait radicalement changé. Steven avait fait des recherches sur Victor en ligne et avait trouvé un homme récompensé pour son courage, doté de qualifications de tireur d'élite et d'un CV digne d'un film d'action. Ce n'était pas un bureaucrate militaire assidu. C'était un tueur entraîné qui avait passé 15 ans à apprendre à éliminer les menaces.
L'instinct de survie de Steven prenait enfin le dessus sur sa libido. Son téléphone vibra, un autre SMS de Dela lui parvint. Il faut qu'on se parle. Mon avocat souhaite vous rencontrer. Steven supprima le message sans répondre. Sa décision était déjà prise. À 11h30, l'assistant de Steven annonça qu'il avait de la visite. Un certain monsieur Carlson souhaitait vous voir. Le sang de Steven se glaça. Avait-il dit de quoi il s'agissait? D'une consultation marketing. Steven envisagea de refuser le rendez-vous, mais la curiosité et les impératifs professionnels prirent le dessus. Si Victor Carlson voulait le confronter, cela finirait par arriver. Mieux valait contrôler les circonstances. Faites-le entrer. Victor Carlson entra dans le bureau de Steven comme s'il était chez lui. Il était exactement ce que Steven craignait, grand, large d'épaules, avec l'assurance d'un homme habitué à la violence. Mais son expression était agréable, presque amicale. Monsieur O'Donnell, merci de m'avoir reçu. J'ai cru comprendre que vous travailliez en étroite collaboration avec ma femme. Steven avait la gorge sèche. Monsieur Carlson, si c'est une question d'affaires, interrompit Victor d'un ton léger. Je quitte l'armée et je crée un cabinet de conseil en sécurité. J'ai besoin d'expertise en marketing et de là ne tarit pas d'éloges sur vos talents. La pause avant, talent, était lourde de sens, mais le ton de Victor resta conversationnel. Je pense qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce que vous avez été à ma femme. Les mots étaient prononcés avec une précision si désinvolte que Steven tressaillit. Victor sourit et s'installa sur la chaise en face du bureau de Steven. Passons à autre chose, Steven. Je suis au courant de cette liaison. Je sais que vous êtes venu chez moi, que vous avez dormi dans mon lit, que vous avez influencé ma fille. Je suis au courant de l'argent que Dela a dépensé pour vous et des week-ends que vous avez passés ensemble. L'image soigneusement construite de Steven s'est effondrée. Écoutez, je n'avais jamais voulu que les choses aillent aussi loin, mais elles sont allées aussi loin. La question maintenant est de savoir ce qui va se passer ensuite. Victor se pencha légèrement en avant. L'avocat de Dela va vous demander de témoigner en sa faveur pour affirmer que votre relation était significative, que vous vous souciez d'elle et que vous êtes prêt à l'aider à construire une nouvelle vie. Nous n'en avons pas discuté. Mais vous n'allez pas le faire, n'est-ce pas? Le silence de Steven était une réponse suffisante. Tu es intelligent, continua Victor, car soutenir Dela dans ce divorce te coûterait très cher, personnellement, professionnellement et financièrement. Est-ce une menace? C'est une proposition commerciale. Victor fouilla dans sa veste et en sortit une enveloppe manille qu'il déposa sur le bureau de Steven. Mon cabinet de conseil en sécurité est spécialisé dans les vérifications d'antécédents complètes. Dans le cadre de ma préparation pour cette réunion, j'ai fait examiner vos antécédents en détail. Les mains de Steven tremblaient lorsqu'il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des relevés financiers, des profils de rencontres provenant de plusieurs sites web, des photos de Steven avec différentes femmes et des documents relatifs à ses 2 divorces précédents. Votre première épouse, Patricia Hoffman O'Donnell, a divorcé pour adultère et violence psychologique. Votre seconde épouse, Candace Baker O'Donnell, a divorcé pour les mêmes raisons, en plus d'une fraude financière. Vous utilisiez ces cartes de crédit pour financer vos affaires. Le visage de Steven était devenu pâle. Votre mode de vie actuel est financé presque entièrement par le crédit, et vous êtes à environ 6 mois de la faillite. Morrison et associés ignorent que vous utilisez les ressources de l'entreprise à des fins personnelles, notamment en menant votre liaison avec ma femme pendant les heures de travail et en utilisant les véhicules de l'entreprise pour vos déplacements personnels. Victor sourit. Dois-je continuer? Que voulez-vous? Je veux que vous disparaissiez complètement de la vie de Dela. Plus de contact, plus de soutien pendant la procédure de divorce, plus de retrouvailles une fois la situation retombée. En échange, je ne partagerai pas ces informations avec votre employeur, vos créanciers ni les femmes que vous fréquentez actuellement sur diverses plateformes de rencontres. Steven fixait les preuves de sa propre duplicité. Vous me faites du chantage. Je vous propose un choix. Première option, vous quittez Dela maintenant et ne regardez jamais en arrière. Vous gardez votre emploi. Tes secrets restent secrets, et tu peux continuer à utiliser et à rejeter les femmes sans que je t'interdise quoi que ce soit. Deuxième option, l'expression de Victor se durcit. Deuxième option, je détruis ta vie si complètement que tu auras de la chance de trouver du travail comme vendeur d'assurance dans un centre commercial.
La menace a été proférée sans émotion, ce qui la rendait infiniment plus terrifiante que n'importe quel cri ou posture. Comment puis-je être sûr que tu ne l'utiliseras pas contre moi de toute façon? Parce que je me fiche de toi, dit simplement Victor. Tu es un symptôme, pas la maladie. Della a choisi de trahir notre famille. Tu as juste été opportuniste. Steven ressentit une vague d'indignation. Je tiens à elle. Ce n'était pas une simple coïncidence. Non, tu ne te soucies pas d'elle. L'interruption de Victor était définitive. Tu tiens à ce qu'elle représentait. Une femme séduisante, riche et dotée de ressources, suffisamment seule pour être reconnaissante de ton attention. Dès que les choses se sont compliquées, tu as commencé à chercher une stratégie de sortie. La justesse de cette affirmation a été dévastatrice. Della pense que tu l'aimes, poursuivit Victor. Mais toi et moi savons tous les deux que si elle sort de ce divorce sans rien, sans argent, sans maison, avec la garde limitée, tu perdras immédiatement tout intérêt pour elle. Steven ne pouvait pas le nier. Alors, voilà ce qui va se passer. Tu vas appeler Della et lui dire que tu ne peux pas poursuivre la relation tant qu'elle est en instance de divorce. Tu vas lui dire que ton avocat a déconseillé tout contact tant que sa question de garde n'est pas réglée. Et tu seras sincère. Et si elle ne l'accepte pas, ce n'est plus ton problème. Victor se leva pour partir, puis s'arrêta à la porte. Oh, et Steven, si tu changes d'avis, si tu décides de jouer les héros et de soutenir Della dans cette épreuve, je veux que tu te souviennes d'une chose. Laquelle? Je sais où tu habites, où tu travailles, où tu fais tes courses, où tu fais du sport et où tu emmènes tes rendez-vous. Je connais tes habitudes, tes faiblesses et tes peurs. Et je suis très doué dans ce que je fais. Le message était clair. Victor Carlson n'était pas du genre à se laisser contrarier. Après son départ, Steven resta assis dans son bureau pendant 20 minutes, scrutant les preuves de sa propre faillite morale. Puis il prit son téléphone et appela Della. Il faut qu'on en finisse, dit-il sans préambule lorsqu'elle répondit. Quoi? Steven, j'ai plus que jamais besoin de toi. Mon avocat dit que je ne peux pas te contacter pendant ta procédure de divorce. Ça pourrait compliquer ta garde. Ton avocat? Tu ne l'as jamais mentionné. Je dois me protéger, Della. J'ai des responsabilités professionnelles. Je ne peux pas me laisser entraîner là-dedans. Il y eut un long silence du côté de Della. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était creuse. Alors, tu m'abandonnes comme ça. Je suis pragmatique. Une fois ton divorce prononcé, une fois que les choses se seront arrangées, on pourra peut-être. Non. La voix de Della était devenue dure. Non, Steven. Il n'y aura pas de « peut-être plus tard ». Tu me montres exactement qui tu es en ce moment. La ligne fut coupée. Steven fixait son téléphone, ressentant un étrange mélange de soulagement et de perte. Il avait échappé au piège de Victor Carlson, mais il avait aussi perdu quelque chose auquel il n'avait pas réalisé qu'il avait de la valeur avant de le perdre. Pendant ce temps, dans un café en face de Morrison & Associates, Victor était assis avec Jeremy Schneider, observant la fenêtre du bureau de Steven à travers des jumelles puissantes. Il mordit à l'hameçon. Jérémy demanda, hameçon, ligne et plomb. Della est sur le point de découvrir que son chevalier blanc est en fait un lâche en armure de créateur. Quelle est la prochaine étape? Le sourire de Victor était prédateur. Maintenant, nous laissons le désespoir de Della la pousser à prendre des décisions de plus en plus mauvaises, tout en supprimant systématiquement toute source de soutien qu'elle pourrait avoir. Et puis, on en finira. Le téléphone de Victor vibra, un SMS d'Hélène Palmer. Della vient de m'appeler en pleurant. Elle dit que Steven l'a abandonnée. Elle demande si elle peut revenir vivre avec moi. Victor répondit aussitôt. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que les adultes qui prennent des décisions d'adultes doivent en subir les conséquences. Victor sourit. Le piège fonctionnait parfaitement. Chapitre 8. Le jugement dernier. Della Palmer Carlson était assise dans sa BMW sur le parking de la banque de sa mère, sanglotant avec un désespoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis l'enfance. Les 72 dernières heures avaient été une destruction systématique de tout ce qu'elle croyait de sa vie et de ses choix. L'abandon de Steven avait été rapide et brutal. Aucune explication autre que des questions juridiques, aucune promesse de renouer après le divorce, aucune reconnaissance de l'avenir qu'ils avaient planifié ensemble.
Il avait tout simplement disparu de sa vie comme si leurs mois passés ensemble n'avaient jamais eu lieu. Son avocat, Byron Sosa, lui avait annoncé une nouvelle tout aussi dévastatrice. Steven refusait de coopérer à leur stratégie de défense et avait formellement informé l'avocat de Victor qu'il ne fournirait aucun témoignage corroborant la moralité de Della ou son aptitude à être mère. Sans son soutien, avait expliqué Byron, notre récit s'effondre. Nous ne pouvons pas affirmer qu'il s'agissait d'une relation significative, motivée par une négligence affective, s'il refuse d'en reconnaître l'importance. Pire encore, les preuves financières étaient accablantes. L'équipe de Victor avait documenté toutes les dépenses que Della avait imputées à leur compte commun pour financer sa liaison, chambre d'hôtel, restaurant, cadeaux, et même le week-end aval. Le total dépassait les $15 000 de biens matrimoniaux dépensés pour l'adultère. Ils soutiennent également que votre absence pendant la crise médicale d'Emma constitue une mise en danger de l'enfant, avait poursuivi Byron. Le dossier médical indique que votre fille a été gravement malade pendant 48 heures, alors que vous étiez injoignable. J'avais mon téléphone sur moi, mais vous n'avez pas répondu. L'école a appelé à plusieurs reprises. Votre mère a appelé. Le voisin a appelé. Vous aviez des relations sexuelles avec votre petite amie pendant que votre fille était mourante. Cette évaluation brutale avait frappé Della comme un coup dur. Mais le rôle de Byron n'était pas de la réconforter, mais de la préparer à la réalité de leur situation. Face à face. Assise sur le parking de sa mère, Della s'apprêtait à implorer l'aide de la seule personne qui pourrait encore se soucier d'elle. Elle savait qu'Hélène était furieuse, déçue et dégoûtée par ses choix, mais sa mère ne l'abandonnerait sûrement pas complètement. Le bureau d'Hélène se trouvait au 2e étage de la First National Bank, et la secrétaire reconnut immédiatement Della. « Je suis désolé, Madame Carlson, mais Madame Palmer est en réunion tout l'après-midi. Veuillez simplement lui dire que je suis là. C'est important. » La secrétaire appela à contre-cœur le poste d'Hélène, parla brièvement, puis raccrocha, l'air gêné. « Je suis désolé, mais Madame Palmer a dit qu'elle vous appellerait ce soir. » Ce congédiement fut humiliant et définitif. Même Hélène Palmer, qui avait autrefois aimé Della d'un amour inconditionnel, refusait de la voir. Le téléphone de Della sonna alors qu'elle retournait à sa voiture. Le nom de Victor apparut à l'écran. « Que voulez-vous » répondit-elle. « Nous devons discuter des conditions de vie d'Emma. Elle sort de l'hôpital demain. Je viendrai la chercher. » « Non, tu ne viendras pas. J'ai la garde provisoire jusqu'à l'audience d'urgence la semaine prochaine. Tu ne peux pas m'empêcher de voir ma fille. Je peux et je le ferai, mais je suis prête à organiser des visites surveillées si tu acceptes certaines conditions. » Della sentit les murs se refermer sur elle. « Quelles conditions ? Retrouve-moi chez Naomi à 18 h ce soir. Viens seul et n'amène pas ton avocat. » La ligne fut coupée. À 18 h, Della frappa à la porte d'entrée de Naomi Dawson, avec l'impression d'aller à une exécution. Naomi répondit avec la politesse froide habituellement réservée aux vendeurs importuns. « Della, entre. » Le salon s'était transformé en salle d'audience informelle. Victor était assis sur une chaise, la posture détendue, mais le regard absolument prédateur. Hélène Palmer était assise en face de lui, le visage impassible. Jeremy Schneider était assis à une petite table avec un ordinateur portable et plusieurs chemises en papier craft. « Assieds-toi, Della » dit Victor en désignant une chaise vide face à eux. Della se sentait comme une accusée devant un tribunal. « Où est Emma ? » « En sécurité » répondit Victor. « Elle dîne avec une amie d'école. Elle n'a pas besoin de voir ça. » « Voir quoi ? » Victor fit un signe de tête à Jérémy, qui ouvrit son ordinateur portable et le tourna vers Della. L'écran montrait une vidéo, filmée par une caméra de sécurité chez Naomi, horodatée 3 jours plus tôt. On y voyait Della quitter sa maison à 13h30, monter dans une voiture avec Steven O'Donnell et partir. L'horodatage indiquait qu'il n'était revenu qu'à 21h47, plus de 8 heures après qu'Emma fut récupérée à l'école par Naomi pour cause de maladie. « C'est le jour où Emma a été hospitalisée » dit Victor. « Tu es parti à 13h30 pour ce que tu avais dit à Emma, ce serait quelques heures de travail. Tu es revenu vers 22h, plus de 8 heures plus tard. Je suis revenu dès que Naomi a appelé. Naomi a appelé à 13h47. Elle a rappelé à 14h15, 15h30, 16h15 et 18h. Tu n'as répondu à aucun de ces appels parce que tu étais à Steven O'Donnell pendant que ta fille luttait pour sa vie.
De là à reculer devant ses propos brutaux. Ce n'est pas Jérémy. Montre-lui la vidéo suivante. L'écran a changé pour montrer une autre séquence, cette fois prise par une caméra située en face de l'immeuble de Steven. L'horodatage indiquait que la voiture de Dela était entrée dans le parking à 14h03 et n'en était ressortie qu'à 21h22, soit 7h19. Victor dit, pendant qu'Emma brûlait de fièvre et réclamait sa mère, « Tu as passé plus de 7 heures dans le lit de ton amant. » Le visage de Dela brûlait de honte et de rage. « Depuis combien de temps m'observes-tu ? » Assez longtemps, répondit Victor. Assez longtemps pour documenter chaque mensonge, chaque trahison, chaque instant où tu as privilégié tes désirs égoïstes au bien-être de ta fille. Hélène Palmer prit la parole pour la première fois. Je t'ai élevé mieux que ça. Maman, ne le fais pas, la voix d'Hélène se brisa d'émotion. Ne m'appelle pas comme ça. Ma fille n'abandonnerait jamais un enfant malade pour un homme qui ne se soucie même pas assez d'elle pour la soutenir maintenant. De là se tourna vers Victor. Que veux-tu ? Je veux que tu signes ceci. Victor déposa un document sur la table basse entre eux. C'est un accord pour me céder la garde principale d'Emma en échange de visites surveillées un week-end sur 2. Je ne signerai pas. Alors tu n'auras rien. La voix de Victor resta calme, car si l'affaire va au procès, je présenterai toutes les preuves que nous avons rassemblées. Le dossier médical d'Emma montre qu'elle était gravement malade pendant que vous étiez injoignable. Des documents financiers montrent que vous avez dépensé $15 000 de biens matrimoniaux pour votre liaison. Une vidéo montre que vous avez abandonné un enfant malade pour votre amant. Puis Jérémy a ajouté, nous allons appeler Steven O'Donnell comme témoin pour témoigner sur votre relation et vos intentions concernant votre mariage et votre fille. De là a ressenti une lueur d'espoir. Steven ne témoignera pas contre moi. Victor et Jérémy ont échangé un regard qui a retourné l'estomac de Dela. En fait, dit Jérémy, Monsieur O'Donnell a déjà fourni une déclaration sous serment à notre équipe juridique. Jérémy tendit à Dela un document portant la signature de Steven au bas de la page. À mesure qu'elle lisait, son univers s'écroula. La déclaration de Steven dépeignait leur relation comme décontractée et physique, niait toute discussion sur un avenir commun et décrivait Dela comme obsédé par cette liaison au point de négliger ses responsabilités parentales. Il affirmait que Dela avait parlé d'Emma comme d'un obstacle à leur relation et avait exprimé sa frustration face à la sollicitation excessive de sa fille. Ces mensonges étaient dévastateurs et stratégiques. Steven s'était présenté comme un participant réticent à une relation avec une mère instable et négligente qui le poursuivait agressivement. Il ment, murmura Dela. Il a dit qu'il m'aimait. Il a dit que nous construirions une vie ensemble. Peux-tu le prouver ? Demanda Victor. As-tu des enregistrements ? Promesse écrite, lettre d'amour. Dela réalisa que toute leur communication se faisait par SMS et appels téléphoniques. Des communications que Steven pouvait facilement nier ou prétendre avoir été sorties de leur contexte. Tu as tout monté, dit-elle à Victor. Tu l'as forcé à m'abandonner. Je lui ai donné le choix, répondit Victor. Te soutenir dans ce divorce et assumer les conséquences de ses actes, ou t'abandonner et se protéger. Il s'est choisi lui-même, tout comme tu l'as choisi plutôt qu'Emma. Victor se pencha en avant. La différence, c'est que la trahison de Steven envers toi n'est que du karma. Ta trahison envers Emma est impardonnable. Dela parcourut la pièce du regard, découvrant la froide détermination de Victor, la déception écœurée de sa mère, l'épreuve de son propre échec moral étalée sur la table basse de Naomi. Elle était complètement seule, abandonnée par tous ceux qui avaient autrefois prétendu se soucier d'elle. Si je signe ceci, est-ce que je pourrais quand même voir Emma ? Des visites surveillées un week-end sur 2. Pas de nuitée avant qu'elle ait 18 ans et puisse choisir elle-même. Et si je ne signe pas, puis nous allons en procès et vous aurez la chance d'obtenir des visites supervisées une fois par mois. De plus, tout cela devient un dossier public. Votre employeur le verra. Vos amis le verront. Emma le verra quand elle sera plus âgée. Dela a ramassé le stylo avec des mains serrées. Alors qu'elle a signé ses droits sur la vie quotidienne avec sa fille, elle a réalisé que chaque choix qu'elle avait fait au cours des 6 derniers mois avait inévitablement conduit à ce moment. La guerre était terminée. Victor Carlson avait complètement gagné. Mais comme Dela le découvrirait bientôt, la définition de Victor de la victoire était beaucoup plus complète qu'elle ne l'avait imaginé. Chapitre 9. Les conséquences. 6 mois après la finalisation du divorce, Victor Carlson se tenait dans la cuisine de sa maison.
Sa maison fait maintenant complètement les crêpes préférées d'Emma. Elle s'est assise au bar de petit déjeuner dans son uniforme scolaire, bavardant sur son prochain projet de foire scientifique et son nouveau livre préféré. Emma s'était adaptée à leur nouvelle vie avec la résilience que possèdent les enfants lorsqu'ils sont enfin en sécurité. Elle a rarement posé des questions sur de là. Et quand elle l'a fait, ces questions étaient en fait plutôt que émotionnelles. Maman sera-t-elle à mon match de football demain? Emma avait demandé la semaine précédente. Non, chérie. Rappelez-vous, maman a son propre temps pour vous voir, et le temps régulier est juste pour nous. Emma avait hoché la tête et était retournée à ses devoirs sans détresse apparente. Le thérapeute de Victor avait expliqué que les enfants s'adaptent rapidement lorsque leur environnement devient stable et prévisible, et Emma était la preuve de cette évaluation. Les visites supervisées avec Della avaient été sporadiques et maladroites. Della semblait mal à l'aise avec Emma maintenant, ne savant pas comment interagir avec une fille qui avait appris à fonctionner sans elle. Emma, pour sa part, a traité ses visites comme des obligations plutôt que des retrouvailles. Elle est différente. Emma avait dit à Victor après une visite particulièrement guindée. Elle continue de demander si je suis heureuse et si elle me manque, mais elle n'écoute pas vraiment mes réponses. Victor avait simplement étreint sa fille et avait changé de sujet. Là.